je dirais aussi quelle chance de pouvoir faire connaissance et de m'adresser effectivement à vous qui œuvrez dans tant de domaines et qui investissez tous les secteurs susceptibles de créer de la richesse, de créer de l'emploi, et vous le faites avec beaucoup d'audace, vous le faites avec beaucoup de détermination. Je veux donc remercier très chaleureusement et très sincèrement le président du MEDEF, Pierre Gattaz, de m'offrir ce privilège et cette tribune. Alors, au cas, néanmoins, où vous vous poseriez la question du pourquoi de la présence de la secrétaire générale de la francophonie à cette université d'été, certains, j'en suis sûre, se la posent. Je veux vous dire que je suis d'abord là parce que la francophonie est très attentive à tout ce que vous réalisez, tout ce que vous accomplissez. Cela est pour nous du plus grand intérêt dans le cadre de la stratégie économique pour la francophonie qui est au cœur, mais vraiment au cœur de la feuille de route prioritaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous nous intéressons et voulons aussi vous sensibiliser surtout à ce que vous pourriez atteindre dans l'espace francophone et que vous en preniez vraiment la pleine mesure. Là, je suis là pour, en quelque sorte, vous convaincre que nous avons intérêt à travailler ensemble et que nous avons résolument tout à y gagner. Pour cela, il est essentiel aussi que vous sachiez de quelle francophonie il est question. Parce qu'il y a la francophonie telle qu'elle est, telle qu'elle agit au quotidien dans ses nombreux champs d'intervention et d'expertise, qui sont politiques, diplomatiques, culturelles, éducatives, linguistiques, juridiques, numériques, économiques, institutionnelles, au plus près des populations et avec elles, au plus près des acteurs économiques et des décideurs. La francophonie, donc, au cœur de toutes les urgences et face à tous les défis auxquels le monde est confronté. Et puis, il y a évidemment la francophonie de tous les clichés. Et je dois dire, pour moi, que les idées reçues sur la francophonie ont la vie dure, particulièrement en France. J'entends dire, par exemple, que la francophonie serait un avatar du colonialisme et encore un organe subsidiaire du ministère français des Affaires étrangères. On dit cela. Mais c'est consternant que la francophonie est née au sud, de la volonté de chefs d'État du sud dans les années 70. Elle est née de la volonté du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, du Tunisien Habib Bourguiba, du Nigérien Hamani Diori, du Cambodgien Norodom Sihanouk, d'ouvrir leur pays nouvellement indépendant sur le reste du monde, de créer un espace de coopération placé sous le signe du partenariat, de la solidarité, de la réciprocité et d'un dialogue franc entre nations ayant en partage la langue française. Donc, c'est dire qu'ils se projetaient déjà dans un marché commun, avec pour levier cette langue commune. Et ce sont eux qui vont brillamment convaincre la France de s'engager pleinement dans cette dynamique nouvelle qui viendrait redéfinir les rapports et les liens, autrement que dans des rapports de dominé-dominant. L'idée est, oui, lumineuse et assurément moderne, si l'on en juge par le nombre d'États, depuis, qui sont partie prenante à ce projet, qui a quadruplé en un peu plus de 40 ans. La francophonie dont je suis venue vous parler aujourd'hui, c'est en effet une communauté de 80 États et gouvernements répartis sur les 5 continents et de tous les horizons. Imaginez l'étendue des possibilités. De la France au Mexique, du Canada au Cameroun, de l'Arménie au Cambodge, de la Slovénie au Liban, du Maroc au Vietnam, de Madagascar au Québec, d'Haïti au Luxembourg, du Mali à la Belgique, du Cap-Vert à la Suisse, du Sénégal à Andorre, du Togo au Costa Rica, des Comores à Monaco, et j'en passe. La francophonie enjambe les frontières et les océans. C'est une communauté de pays dont certains sont parmi les plus riches et les plus industrialisés de la planète, d'autres sont résolument sur la voie de l'émergence, d'autres encore
voie de développement. Mais chaque pays a quantité de richesses à offrir et d'opportunités, bien sûr, à saisir. C'est une communauté qui accueille également des pays où le français a le statut de première ou de deuxième langue étrangère enseignée. Car notre langue est bien vivante, y compris dans de grands pays anglophones. Prenez le Nigeria, qui compte 10% de francophones, qui totalise en nombre une population qui dépasse souvent largement celle des pays francophones plus petits. Le Nigeria qui entend aussi compter sur le marché francophone environnant et international. Je pense également à ces millions de francophones, on les estime à plus de 10 millions, aux États-Unis, où des programmes d'enseignement en français connaissent une demande croissante à laquelle nous répondons. C'est de nouveau non plus seulement très prisé, certains diraient, voire chic, de parler français, mais c'est aussi très stratégique. La Chine, la Corée, le Brésil et d'autres encore l'ont compris dans leur volonté de pénétrer les marchés de l'espace francophone. Et tous les pays qui souhaitent rejoindre notre organisation le font aussi avec la certitude que l'espace francophone constitue un formidable marché potentiel, un vaste réseau d'expertise, un espace d'accomplissement et de réalisation dans des filières existantes et dans d'autres filières aussi qui sont à développer. Un espace où se côtoient des diversités d'expériences non négligeables, de modèles de développement, de capacités de faire, de produire, de créer, d'innover et d'inventer. Et le rôle de notre organisation est de signaler, de renforcer des opportunités, de mettre des partenaires en présence, de susciter des liens, d'aider à consolider également l'environnement des affaires et à créer des conditions optimales. Alors je veux que vous imaginiez un instant tous ces contacts à nouer, toutes ces passerelles, tous ces atouts, toutes ces forces vives, toutes ces ressources, ces savoir-faire, ces compétences à partager, et je le redis, dans un horizon des plus étendus qui sont les 5 continents. Et n'oubliez jamais que vous faites partie de cet espace, vous faites partie de cette grande et légitime ambition, avec tout ce que vous représentez, tout ce que vous accomplissez, tous vos atouts, toutes vos aspirations, tout ce que vous êtes. Et c'est cela que les entrepreneurs, je dirais, d'ici, de la France, doivent comprendre. Permettez-moi aussi de défaire, de désamorcer un autre cliché. La francophonie dont je suis venue vous parler aujourd'hui n'a pas pour vocation première de livrer un combat contre l'anglais, comme on l'entend souvent. Je parle moi-même couramment 5 langues, dont l'anglais. La francophonie n'est pas un machin ringard qui refuse de s'adresser au reste du monde. La francophonie est au cœur du monde et peut chaque jour témoigner de l'état du monde. Elle est entendue, elle est attendue avec sa force de proposition. Et nous croyons surtout en ce que nous sommes. Nous croyons en la valeur et la richesse de notre apport. Nous savons ce que nous voulons et nous savons aussi ce dont nous ne voulons pas. Nous pensons en effet que la modernité n'est pas dans le tout en anglais, mais dans le multilinguisme. Nous savons que la modernité se vit énergiquement, qu'elle se crée avec audace, qu'elle se forge aussi quotidiennement en français. Nous avons la conviction, et cela sans complexe, qu'il faut résister à l'uniformisation et à la standardisation. Pourquoi voudrions-nous, dans le monde où l'expression des idées, des concepts, des valeurs, des innovations ou des normes serait l'apanage d'une langue unique, d'une hyperlangue, d'une langue colonisatrice de nos raisonnements, de nos savoirs, de nos façons de dire, de nos façons aussi de nous engager et de nous projeter. Car une langue n'est pas seulement, vous le savez, une combinaison neutre de sons et de mots. Une langue véhicule aussi une histoire, un parcours, des traits de civilisation, une certaine vision, une certaine façon d'être au monde et d'être les autres. Et la langue française, à l'instar de beaucoup d'autres langues, de grandes langues de communication, nous offre toutes les possibilités, toutes les nuances et les subtilités, tous les mots pour faire de la science et de la technologie en français, pour faire du
est utile, mais se soumettre entièrement à cette langue jusqu'à lui octroyer un statut écrasant est suicidaire. Suicidaire. Alors, j'avoue que je ne comprends pas toujours ce désamour des Français pour la langue française. Cette tentation croissante, obstinée de tout emprunter à l'anglais sous prétexte de se donner un lustre du grammar. Je ne comprends pas cette façon qu'a la France de tomber dans ce panneau, cette obstination à vouloir couler son navire amiral, sinon que ça est déconcertant. Et je vous le dis, y compris pour les anglo-saxons, pour beaucoup d'entre eux, qui vous voient avec cynisme et parfois ironie, perdre confiance en vous-même, en ce qui fait votre attractivité, et c'est aussi la langue française. Plus grave, je pourrais vous parler de tous ces jeunes arméniens, ces jeunes roumains, ces jeunes vietnamiens et de tant d'autres jeunes qui, par milliers dans le pays noir, ont choisi d'apprendre le français. Et bien, je peux vous dire leur déception, leur amertume de ne pas être recrutés, alors même qu'ils mettent des compétences à disposition par les grands groupes français installés dans leur pays, parce que ces derniers ont comme premier critère d'embauche la connaissance de l'anglais. Et je soupçonne aussi que vous vivez cette même pression, alors que la langue française, je vous l'assure, figure au rang de vos plus grands atouts. Les pays anglophones, les pays lusophones, les pays hispanophones ont bien compris que les relations d'affaires étaient d'abord structurées par la langue et le droit. Ils ont bien compris que parler la même langue, c'est l'assurance de parler le même langage, de partager des références culturelles et de créer plus facilement une connexion, une complicité, un sentiment de confiance propice au dialogue et bien sûr aux affaires. Et ils en ont tiré toutes les conséquences et bien sûr aussi tous les profits. Car les flux de commerce sont désormais incroyablement liés à la culture. Et ils le sont de plus en plus. Le couple traditionnel capital-travail comme facteur de production s'est mué en un triptyque incontournable. Capital, travail, connaissance. Connaissance au sens où le chef d'entreprise aujourd'hui, quoi qu'il vende, quoi qu'il propose, doit prendre en compte les aspects culturels de la gestion, de l'administration, du milieu et de l'histoire du lieu. Il doit pouvoir parler au monde dans la diversité de ses cultures. Et cela passe d'abord par la langue. Aujourd'hui, la moitié des PME françaises qui participent au commerce extérieur le font avec la Belgique, d'ailleurs membre de notre organisation. Alors pourquoi se priver, je dois dire, des innombrables boulevards que la langue française nous ouvre sur tous les continents, de l'Afrique aux Amériques, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'océan Indien. Et ces boulevards, la francophonie fait tout pour les tracer, pour les connecter entre eux, les sécuriser, pour en ouvrir aussi de nouveau. Parce que la francophonie dont je suis venue vous parler aujourd'hui a plus que jamais la volonté de répondre aux menaces, aux défis, aux urgences qui nous concernent tous, sans exception. La francophonie a plus que jamais volonté de favoriser le développement humain et économique durable, viable, seul à même de garantir ce qui nous est essentiel pour la croissance, la paix, la sécurité et la stabilité du monde. Alors, faut-il que j'évoque ces millions d'hommes, de femmes, en grande majorité des jeunes, accompagnés d'enfants, qui fuient chaque jour les zones de conflit, qui fuient la pauvreté extrême, ou les effets déjà dévastateurs du réchauffement climatique. La francophonie est un espace, le pays de départ, de transit, de destination et éventuellement d'accueil. Donc, nous sommes interpellés par cette situation, souvent dramatique. Faut-il que je vous dise aussi les réactions souvent violentes de rejet dans les pays qu'ils traversent, dans les pays où ils s'installent, à défaut d'être dignement accueillis. Faut-il que j'évoque ces dizaines de millions de jeunes sans emploi, 25% en France, et plus encore dans les pays en développement. Ces jeunes qui ont un sentiment profond d'impasse, le sentiment de l'avenir bouché, et que des organisations criminelles, nous voyons, prennent dans leur filet, allant jusqu'à les entraîner à commettre l'irréparable et à être les victimes d'une idéologie de haine et de mort. C'est l'une des plus grandes menaces à la sécurité
concernés. Nous sommes tous concernés. Nous savons qu'il y a urgence. Nous savons que le temps presse. Nous n'avons que trop tardé. Et désormais, chaque geste compte. Alors oui, la francophonie se devait d'aller plus loin pour promouvoir une croissance inclusive, un développement responsable, conditions de stabilité pour le monde et pour l'espace francophone, et une transformation structurelle, vraiment structurelle, créatrice d'emplois pérennes au sein de notre espace. C'est d'ailleurs le thème stratégique que nos chefs d'État et de gouvernement voudront traduire en plan d'action lors de notre prochain sommet fin novembre à Madagascar, avec pour cœur de cible les jeunes et les femmes. Toutes les études le confirment. L'OCDE en a fait la preuve. Investissez dans les initiatives économiques des femmes et vous verrez grimper de manière significative le PIB des pays. Investissez dans la professionnalisation, l'insertion et les initiatives économiques des jeunes qui n'ont jamais été aussi nombreux dans toute l'histoire de l'humanité et vous verrez grimper le PIB et s'accroître la stabilité dans tous nos pays. Alors c'est tout le sens, je vous dirais, de la stratégie économique pour la francophonie que j'évoquais tout à l'heure. Cette initiative majeure, on a bien sûr surpris plus d'un, alors qu'il s'agit en quelque sorte de l'aboutissement même, et logique, de tous nos programmes, de toutes nos actions en matière politique, éducative et culturelle. Nous ne pensons qu'en termes de renforcement de la stabilité. Lorsque nous accompagnons certains de nos pays dans les processus électoraux pour la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, c'est à la stabilité que nous pensons. Elle est nécessaire. Lorsque nous les aidons à créer ou à consolider les institutions de l'état de droit, à lutter contre la corruption, nous contribuons déjà à établir un climat apaisé, un climat sécurisé, attractif, propice à l'investissement, apte à fournir des garanties, à engager aussi des partenariats d'affaires, propices donc au développement. De même, lorsque nous soutenons l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, qui compte aujourd'hui 18 États partis. Il s'agit là d'un outil considérable de simplification, d'un levier à même de favoriser quoi? Le commerce, l'intégration économique entre pays d'Afrique francophone et plus largement entre pays de tout l'espace francophone. Il y a, sachez-le aussi, une vraie construction du droit des affaires en français qui est en train de se faire et vous devez vous y associer car vous êtes directement concernés. Qui mieux que vous, en effet, mesure l'importance de pouvoir signer des contrats dans une langue qu'on comprend et de pouvoir aussi plaider devant des juridictions qui vous comprennent. Qui mieux que vous peut faire remonter des informations. Et nous croyons aussi pouvoir vous être utiles. Lorsque nous nous engageons également à former 100 000 maîtres, professeurs et cadres en français grâce à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation que nous venons de lancer, même chose. Nous sommes là pour le renforcement des compétences et des capacités. Lorsque nous développons avec notre agence universitaire qui rassemble plus de 800 universités, un métaportail, premier moteur de recherche de grande ampleur, conçu pour gérer des ressources pédagogiques et valoriser le patrimoine numérique libre d'accès en langue française, nous contribuons déjà à l'exploration de cette dynamique entrepreneuriale qui ne peut se faire sans un accès de toutes et de tous à une éducation et une formation de qualité tout au long de la vie. Alors, investir, pour nous, d'abord, c'est investir dans le capital humain. Faire que le capital humain soit au centre de tout projet. Lorsque nous nous attachons jour après jour à inscrire l'espace francophone dans la révolution numérique, à l'œuvre à l'international, lorsque nous aidons au renforcement des écosystèmes nationaux pour faciliter le développement d'environnements favorables à l'édifice d'une société de l'information ouverte, plurielle, transparente et démocratique, dans une perspective, bien sûr, de diversité culturelle et linguistique et d'insertion dans l'économie numérique, lorsque nous soutenons le développement de biens communs numériques en français, lorsque nous accompagnons les acteurs de l'innovation dans les démarches de valorisation de leurs initiatives, eh bien, nous contribuons déjà
énergie que nous savons porteuse et féconde. Je pourrais multiplier les exemples pour vous faire comprendre ce qu'est la francophonie, ce que nous sommes, ce qu'accomplit tous les jours notre organisation. Mais je vous dirais qu'avec cette stratégie économique, nous avons décidé d'être plus ambitieux. Je dis c'est une ambition légitime, et vous en faites partie, plus opérationnelle encore. Et pour ça, nous devons le faire ensemble. Pour ce faire, nous poursuivons de front 3 objectifs complémentaires, destinés à renforcer les écosystèmes locaux, nationaux et régionaux. Premier objectif, contribuer, je le disais, à l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes, en soutenant l'entrepreneuriat, en déployant des incubateurs de TPE, de TPI, de PME, de PMI, dans des filières bien ciblées qui sont génératrices d'emplois stables et décents, dans des secteurs d'avenir, des secteurs d'innovation et de développement responsable. Je pense notamment au secteur de l'économie verte, de l'agriculture durable, de l'économie sociale et solidaire, à dire aussi des économies bleues, de l'économie de la culture ou de l'économie numérique. Nous appuyons de manière structurante des chaînes de valeur, en favorisant aussi des opportunités de partenariat entre entrepreneurs de tout l'espace francophone dans des secteurs d'activité connexes. Second objectif, renforcer l'environnement entrepreneurial, institutionnel, normatif, stratégique, financier, introduire des labels et des certifications sur des standards de qualité pour pouvoir mieux déboucher sur les marchés, afin de faciliter la création et le développement d'entreprises formelles et d'aider les entrepreneurs à saisir les opportunités de croissance et de développement. Troisième objectif, développer des plateformes d'échange, d'expérience et de bonnes pratiques sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Et surtout, je le disais, mettre en réseau les acteurs. Je crois à cet égard à l'utilité, à la nécessité de répertorier, de cartographier les expériences en marche dans l'espace francophone, c'est-à-dire nos solutions. J'aime bien parler de la francophonie comme un espace de solutions. Nous n'avons pas à réinventer la roue. Beaucoup se créent, s'inventent. Beaucoup, je dirais, est là pour nous inspirer les uns les autres. Nos capacités d'agir, ça inclut les vôtres et celles de tous les autres. Et nous avons dans ce domaine aussi une longue expérience. Il n'est qu'à voir le maillage unique en son genre que nous avons développé année après année dans l'espace francophone et bien au-delà. Réseau d'universitaires, réseau de maires de grandes villes, réseau de parlementaires, réseau de médias, réseaux institutionnels, réseaux professionnels dans les secteurs les plus variés, réseau de femmes, réseau de jeunes. Et vous seriez surpris par la puissance, la force de mobilisation et d'expertise, le pouvoir des échanges d'expériences de ces différents réseaux, qui plus est dans un monde toujours plus appelé à fonctionner en réseau. Alors, à quand, dirais-je, un réseau performant, créatif, productif, de chefs de petites et moyennes entreprises de l'espace francophone? À nous de le faire, à nous de le réaliser. Les grands groupes, les entreprises du CAC 40 sont pour certaines déjà bien implantées, mais rien ne pourra se faire sans vous, car on ne le dit pas assez, et j'ai envie de vous le dire aujourd'hui, en France, comme dans la plupart des pays du monde et de l'espace francophone, ce sont les petites et moyennes entreprises qui tirent l'économie et qui tirent la croissance. Alors, à vous bien sûr de le vouloir et à nous ensemble aussi de le pouvoir. C'est de cela que je voulais vous convaincre aujourd'hui et j'espère avoir au moins commencé à susciter votre intérêt. Je tiens à vous dire aussi pour terminer que nous organiserons le 14 septembre prochain au siège de la francophonie à Villebosquet, à quelques centaines de mètres du siège du MEDEF, la première d'une série de journées de la francophonie économique et numérique pour rassembler des chefs d'entreprise, des banquiers, des dirigeants d'organisations du développement, des analystes, des économistes, des ministres, mais aussi et surtout des entrepreneurs venus de tout l'espace francophone. Alors ce sera vraiment formidable que vous y soyez et qu'on vous y entende. Je vous remercie. À bientôt.